Yo, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du format Dinomitsu, le fameux format où je réponds à toutes vos questions. Et écoutez, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous emmène à Shibuya, mais pas n'importe où. Je vous emmène à Jinnnan, qui est certainement mon quartier préféré de Shibuya, même si sincèrement, il y a très peu de gens qui connaissent Jinnnan, alors que c'est vraiment exceptionnel. Et bien entendu, vous connaissez le format, j'ai récupéré toutes vos questions dans les commentaires, j'en ai choisi une petite vingtaine auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous laisse vous préparer votre petit café des familles, nous on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors juste avant de commencer, une des questions qui m'est le plus posée quand je fais des Dinomitsu, c'est comment apprendre le japonais. Est-ce que tu as des bonnes méthodes à nous présenter? Et le fait est que oui, il y a plein de méthodes qui sont très intéressantes pour l'apprentissage des langues, et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir comme sponsor Italki qui devrait bien vous intéresser parce que ça peut vous aider dans votre apprentissage du japonais. Alors vous le savez certainement maintenant, j'en parle assez souvent, mais le fait de parler japonais avant même de vivre au Japon, ça a littéralement changé ma vie. Ça m'a permis de voyager, de m'intégrer, de connecter avec les gens sur place, et ça m'a permis aussi de vivre des expériences incroyables dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Parce que le fait est qu'aujourd'hui, dans un monde aussi connecté que le nôtre, parler une autre langue, c'est plus un luxe, c'est devenu presque indispensable. Et justement, Italki, notre sponsor du jour, c'est une plateforme qui est super pratique. C'est dispo sur ordinateur, tablette, téléphone, et ça vous permet donc de prendre des cours en tête-à-tête avec des professeurs natifs du monde entier. En tout, il y a plus de 30 000 professeurs inscrits sur Italki, donc voilà, vous inquiétez pas, peu importe la langue que vous voulez apprendre, il y a clairement le choix. Vous pouvez apprendre le japonais, l'anglais, l'espagnol, le coréen, ou même quelques langues un peu plus rares, comme l'espéranto par exemple. Oui, il y a des professeurs d'espéranto. Et ce que j'aime beaucoup avec Italki, c'est le fait que vous pouvez vous-même choisir votre professeur en fonction de vos besoins, de votre niveau, de vos objectifs et aussi de votre budget. Tous les cours ils sont 100% personnalisés, que vous soyez un total débutant ou que vous soyez déjà un petit peu plus avancé. Et vous pouvez même filtrer des profs qui parlent votre langue. Par exemple, j'ai fait la petite expérience avec un professeur qui s'appelle Tomoki et qui est japonais, certes, mais qui est totalement bilingue en français par exemple. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. マッチさんは日本にお住みだということですか？あ、そうですね。もう15年くらい日本にいます。ああ、そうなんですね。はい。僕の日本語をどう思いますか？あ、もうネイティブ。本当ですか？ありがとうございます。普段今でも勉強することってないですよね、日本語ね。もう日常会話は全然問題なくできてるんですけど、なんだろう、難しい言葉っていうか難しい話するとき、自分単語足りないなとかって未だに思ったりすることありますね。En vrai, j'ai vraiment passé un bon moment avec Tomoki-san, on a discuté pendant 30 minutes, il est vraiment adorable et il m'a expliqué qu'à peu près la moitié de ses élèves, c'était justement des francophones qui étaient très rassurés de pouvoir discuter en français avec lui pour apprendre le japonais. Donc vraiment, vous le savez, moi je vous l'ai déjà dit, discuter c'est la meilleure façon d'apprendre, beaucoup mieux qu'un livre ou qu'une leçon sur internet. Et en plus, il n'y a aucun abonnement, c'est vraiment vous réservez les cours que vous voulez et vous payez uniquement les cours que vous avez utilisés. Ce qui fait que même si vous avez un emploi du temps chargé, vous pouvez apprendre une langue à votre rythme sans vous mettre la pression. Et écoutez, pour vous encourager dans votre première leçon, si vous utilisez mon code MITSU5, vous obtiendrez 5 € sur les premiers 10 € dépensés dans votre premier cours. Dans tous les cas, je vous ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez surtout pas, vraiment, à les tester par vous-même. Franchement, que ce soit pour prendre confiance à l'oral, pour progresser ou pour découvrir une nouvelle langue, Italki c'est super fluide, super intéressant, c'est en totale adéquation avec la manière dont moi aussi j'ai appris le japonais, donc je ne peux que vous le conseiller. Ceci encore une fois, merci beaucoup à Italki pour leur confiance, et nous, on retourne à la vidéo. Et donc nous voilà du côté du Blue Bottle, dans le quartier de Jinnnan. Alors le Blue Bottle, je vous l'avais déjà montré en vidéo plusieurs fois, parce que c'est vraiment un café que j'aime beaucoup. un délice. Et surtout c'est un endroit qui est très calme. Vraiment ce qu'il faut comprendre avec Jinnnan, c'est que c'est situé un petit peu dans les hauteurs de Shibuya, ce qui fait qu'il y a très peu de gens qui viennent. La plupart des gens, les touristes surtout quand ils viennent à Tokyo, ils vont faire le centre de Shibuya, là où il y a le crossing, là où il y a les magasins, etc. Mais dès qu'on monte un petit peu plus au niveau du quartier de Jinnnan, en fait c'est un endroit qui est top parce qu'il y a plein de petites boutiques, il y a plein de petits cafés. Vraiment c'est un petit peu le vrai Shibuya, parce que moi je considère comme le vrai Shibuya, parce que j'ai habité juste à côté à une époque. C'est un endroit qui me rappelle beaucoup de souvenirs, c'est un endroit où je me sens bien. Mais pour l'instant, écoutez, on ne perd pas plus de temps,
il est temps quand même de répondre à toutes vos questions. Donc ben, c'est parti. Alors je sais pas si ça se voit, mais il y a les sakura qui commencent à pousser, pas celle-là, hein, là-bas derrière. C'est très joli. Alors on commence ce Dino Mitsu avec une question de Nick de Berg qui nous dit: salut Mitsu, comme d'habitude tu nous offres du contenu de qualité, continue. Merci beaucoup, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vais continuer sur la lancée du Tenga. Où puis-je trouver des préservatifs pour standard européen? À chaque fois c'est galère d'en trouver, merci d'avance. Aïe aïe aïe, monsieur a un énorme... On va s'arrêter là. Effectivement, c'est vrai que c'est un problème qui peut se poser. Quand tu prends les préservatifs génériques, les trucs que tu trouves dans les combini, etc., tu vas tomber sur des préservatifs qui malheureusement sont pas forcément à la bonne taille. Et c'est vrai que ça peut être embêtant, ça peut amener à des petites catastrophes malheureusement, j'en ai subi une que j'ai racontée au début de ma chaîne. Tout ça pour dire que, est-ce qu'il existe donc des préservatifs pour personnes avec voilà, un plus gros pistolet que les autres? Oui, totalement. Il y a une marque, alors j'ai plus le nom de la marque en tête, je vais vous mettre les petites images. T'as l'aigle, t'as le cheval, et pour les gens vraiment qui, voilà, t'as l'éléphant, je crois. Moi personnellement je mets le cheval, si jamais ça intéresse quelqu'un, je sais pas qui ça intéresse. Voilà, tout ça pour dire que oui, si tu cherches un préservatif, ça existe. Si tu n'en trouves pas en combini, parfois il y en a un, mais si tu les trouves pas en combini, tu vas dans n'importe quel drugstore, hein, donc les parapharmacies, il y en a de partout, à chaque coin de rue, et normalement tu trouveras ton bonheur, ne t'en fais pas. Et sinon, si vous n'avez pas vu la vidéo Tenga les gens, allez-y, c'est un très beau reportage. Et bien entendu mon cher Nick, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et je viens de me rendre compte que ton nom, il est tellement en adéquation avec ta question, c'est... Ensuite, prochaine question, c'est une question qui nous vient de Hoshizora, le ciel étoilé. Je voulais savoir quelles sont les préfectures qui t'ont le plus marqué lors de tes voyages et lesquelles tu aimerais visiter dans le futur. Alors, j'en ai déjà parlé de ça, je suis pas quelqu'un qui a énormément voyagé depuis que je vis au Japon, tout simplement parce que j'ai jamais été touriste ici, hein. J'ai directement habité ici, j'ai directement travaillé ici, ce qui fait que j'ai toujours été plus ou moins collé à Tokyo, en dehors justement des différents travails qui m'ont amené à droite à gauche dans le Japon. Mais parmi toutes les préfectures que j'ai faites, il y en a une dont j'ai quasiment jamais parlé. Je suis désolé si vous entendez le bruit des travaux derrière. C'était pas prévu. Et donc cette préfecture dont je vous ai encore jamais parlé, c'est la préfecture de Kagawa, qui est située sur l'île Shikoku, donc c'est une des 4 îles principales du Japon, et en particulier du côté de Takamatsu. Alors Takamatsu, s'il y a des gens qui lisent Murakami Haruki, c'est là où se déroule l'histoire de Kafka sur le rivage, voilà, je drop ça comme ça. Et Kagawa, c'est un endroit qui est connu surtout pour les udon. Si vous allez là-bas manger des udon, ce que je n'ai jamais fait, donc voilà, on peut me frapper, vous avez le droit. Mais voilà, c'est un endroit qui est connu surtout pour ça, mais c'est pas un endroit extrêmement touristique, ce qui fait qu'il y a très peu de gens qui vont là-bas. Mais j'ai vraiment trouvé l'endroit magnifique. Moi à l'époque j'y étais allé pour un boulot avec Cartier et on nous avait fait travailler dans une espèce d'endroit qui ressemblait à des ruines grecques. C'était très particulier comme architecture avec des grands murs extrêmement blancs. Et on avait une vue sur la mer qui séparait justement l'île de Shikoku et l'île principale de Honshu. C'était magnifique. J'ai pas eu énormément l'occasion de beaucoup me promener dans Shikoku malheureusement, mais je sais que c'est un endroit qui me fait me rappeler beaucoup de très beaux souvenirs. En tout et pour tout, j'ai dû y aller 2-3 fois je crois avec Cartier. C'est vraiment un endroit où j'aimerais retourner dans le futur pour en découvrir beaucoup plus parce que jusqu'à maintenant le peu que j'en ai vu ça m'a vraiment encore une fois époustouflé et il faut que je mange ces putains de udon, voilà. Non mais disons-le, l'endroit il est connu pour les udon, j'ai mangé tout sauf des udon là-bas. Mettez-moi des claques. Mais enfin voilà, ceci étant dit, Hoshizora, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question. Alors ça c'est une question qui m'intéresse énormément, parce que ça me touche directement. C'est une question qui nous vient de Clarabion. Dino Mitsu, j'adore le groupe Sekai no Owari. Comment est-il possible d'assister à un concert au Japon pour ce groupe ou pour un autre? J'ai entendu dire qu'il fallait une adresse au Japon pour pouvoir réserver des places. Sur quel site internet et combien de temps à l'avance? Si t'as des infos, merci à toi. Et écoute, c'est une très bonne question que tu poses et t'es pas la seule à m'avoir posé cette question parce que c'est vrai que c'est devenu une galère totale pour acheter des billets de concert ou même des billets d'événements au Japon. Alors la raison très rapidement, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de scalpers à un moment qui rachetaient les billets, qui les revendaient une fortune. Voilà, ça casse les couilles à tout le monde, ce qui fait qu'ils ont beaucoup complexifié la manière de pouvoir acheter des billets. C'est extrêmement chiant. Alors quand tu vis ici, ça va, hein, tu mets ton adresse, une vérification d'identité, tac tac, ça passe, tu vois. Mais effectivement, dès que t'es à l'étranger, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on peut te demander des choses que juste tu n'as pas. Comme par exemple effectivement une adresse au Japon. Ceci étant dit, est-ce que c'est vraiment impossible d'acheter des billets? Non. En fait, il y a des sites aujourd'hui qui existent sur internet qui se proposent soit par exemple d'acheter des billets pour vous, d'avoir tel ticket pour tel concert. Là j'en ai pas en tête, je vais vous en mettre dans la description. Je pense que le plus simple c'est de passer par là. Sinon une fois que vous êtes sur place, il y a possibilité d'acheter des billets via les combini. Vous avez les petites bornes en fait dans les combini qui permettent d'acheter des tickets pour des concerts, pour des événements. J'en avais déjà parlé en vidéo. Alors aux dernières nouvelles, je crois que c'est qu'en japonais,
Donc il faudrait peut-être demander à quelqu'un du combini de vous aider pour les acheter. Mais voilà, si jamais vous venez ici et que vous voulez là, ah tiens, il y a tel événement, j'ai envie d'y participer, vous pouvez tenter d'acheter le billet sur une borne dans un combini. J'ai essayé avec des amis, ça a marché pour eux, donc normalement ça devrait aller pour vous aussi. Enfin voilà, c'est vrai que ça pour le coup c'est une vraie question parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent pour pouvoir acheter un billet pour aller voir un événement, un concert d'artistes qu'ils aiment. En tant que gros fan de musique et en tant que personne qui a envie de, voilà, de mettre en avant la musique japonaise, bah écoute, j'espère que cette réponse pourra t'aider. J'espère que tous les gens qui veulent aller voir des concerts de musique japonaise au Japon pourront le faire grâce à ça. Et puis bah surtout, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors on passe à la prochaine question qui sera la dernière question avant que, comme vous le savez, hein, on change d'endroit. C'est une question qui nous vient de Two-Faced Miku. Salut Mitsu, j'ai 15 ans actuellement et depuis mes 6 ans, j'ai été passionné par la culture japonaise. Mon rêve serait d'habiter au Japon, mais j'ai peur d'être déçu. J'apprends le japonais, j'ai des amis japonais, mais j'ai peur de me rendre compte une fois sur place que c'est pas pour moi. Après avoir passé toute mon enfance et mon adolescence à rêver de ce pays, j'ai peur d'avoir, sans faire exprès, idéalisé le Japon. As-tu des conseils? Waouh! Belle question. Je peux que te comprendre parce que je suis moi-même passé par là. J'ai été comme toi ce petit garçon de 15 ans qui adorait le Japon depuis tout petit et qui voulait partir vivre au Japon. Et tout ce questionnement par lequel tu es en train de passer, bah je suis moi-même passé par là. Comme toi, j'avais des amis japonais, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. J'ai vécu vraiment au rythme japonais pendant toute mon enfance et jusqu'à ce que je parte vivre au Japon, jusqu'à 19 ans. Ma vie tournait entièrement autour du Japon et forcément, il y a une petite partie en moi qui me faisait me dire, après tout le temps que j'ai dédié à cette passion qu'était le Japon, si jamais je pars vivre là-bas et que je m'y sens mal, et que je me fais pas d'amis, et que je m'intègre pas, et que voilà, je me retrouve la queue entre les jambes et à devoir rentrer en France ou... Enfin voilà, si jamais j'y vais et je suis déçu, comment je vais le vivre? Et oui, c'est une question qui est importante à se poser parce que bah, la possibilité existe, c'est vrai. Et je connais des gens qui adoraient le Japon, qui sont venus ici et qui se sont rendus compte que bah, c'était pas fait pour eux. Ils aimaient bien venir en vacances de temps en temps, mais ça allait pas plus loin que ça. Maintenant, ce que moi je peux te dire de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu voir un petit peu autour de moi, bah, je vois aussi énormément de gens qui viennent et qui se rendent compte que le Japon c'est au-delà de leurs espérances, qui se sentent encore plus acceptés, encore plus intégrés ici qu'ils ne l'étaient en France. C'est mon cas et c'est le cas de plein de gens autour de moi. Qu'est-ce qui va jouer là-dessus? Bon déjà, bon, ton affect personnel, hein, voilà, c'est toi qui tu es, les valeurs que tu as, etc. Il y a beaucoup de choses hein, qui vont jouer dans la balance de est-ce que le Japon va être fait pour toi ou pas. Mais surtout, il y a, comme je l'avais déjà dit, ce désir d'investissement aussi. À quel point tu auras envie de t'investir dans ton intégration, dans ta vie sur place. Et c'est ça qui va jouer le plus, je pense, dans le fait que tu vas te sentir bien ou pas. Donc là, de ce que j'ai pu lire un petit peu dans ton message, alors c'est très peu pour pouvoir faire une petite cartographie de qui tu es, mais je ressens quand même chez toi vraiment une passion immense pour le Japon. Quand tu dis que voilà, t'es passionné de ça depuis toujours, que t'as des amis japonais, que t'apprends le japonais, t'as l'air quand même de vivre ça à fond. Et c'était mon cas. Je pense que tu fais potentiellement partie des gens qui pourraient vraiment se plaire ici. Donc si je peux te rassurer un minimum à ce niveau-là, déjà, voilà. Ce que je pourrais peut-être te conseiller, c'est peut-être de tenter de venir une fois d'abord en vacances. Moi, je suis venu directement vivre ici. Je vais pas chercher à touriste, non. Je viens vivre ici, point barre. Voilà. Je suis parti à 19 ans avec un working holiday, je suis jamais rentré en France. Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour beaucoup de gens. Donc si tu veux tester un petit peu ton amour pour le Japon, bah n'hésite pas à venir ici, que ce soit 2-3 semaines, voilà, quand tu peux, pendant les vacances d'été, si jamais t'as encore des cours, tout ça. Alors là t'as 15 ans, donc forcément t'es encore jeune, mais essaie de venir avec tes parents, essaie de venir avec des amis, et ça te permettra déjà de voir si, en étant sur place, cet amour que t'as pour le Japon, il se vérifie ou non. Alors attention, hein, vivre ici et venir en vacances ici, ça n'a rien à voir, mais je pense que ça peut être déjà une première petite expérience qui te permettra déjà de situer plus ou moins ta balance personnelle. Et ensuite, quand t'auras l'âge, donc d'ici 3 ans, si jamais tu sens vraiment que ben ouais, t'as envie de tenter de venir vivre au Japon, bah prends un working holiday. C'est 1 an pendant lequel tu peux venir, tu peux travailler, tu peux voyager, et je pense que ça peut être la meilleure expérience pour voir si vraiment ça te plaît ou pas. J'ai l'impression de te dire des choses peut-être un peu bateau, je suis désolé si c'est le cas. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que moi je peux te dire à l'heure actuelle avec le peu que tu m'as donné dans ta question. Mais en tout cas, écoute, je te souhaite bonne chance. J'espère sincèrement que le Japon te plaira autant qu'il me plaît à moi et qu'il plaît à beaucoup de gens autour de moi. Et puis n'hésite pas à revenir sur la chaîne, que ce soit en commentaire ou même sur Instagram, et à me dire un petit peu ton évolution, si t'as pu voyager au Japon, si t'as pu venir en working holiday quand tu pourras le faire, et surtout à me dire si le Japon était au-delà de tes espérances, ce que j'espère encore une fois de tout mon cœur. Bon, ceci étant dit, il est temps maintenant de changer d'endroit, donc on bouge un petit peu et je continue de répondre à toutes vos questions. Et donc écoutez, maintenant on se retrouve du côté de la mairie de Shibuya qui est juste derrière moi. Juste là-bas derrière, il y a aussi le parc de Yoyogi qui est très connu. Et là je me rends compte qu'il y a une manifestation.
J'ai vraiment cette faculté à me poser toujours au pire endroit pour tourner mes vidéos, c'est génial. Bon, attendre un peu qu'il passe. Et la prochaine question, c'est une question qui nous vient de J-Ro Philo. Salut Mitsu, merci pour tes vidéos, c'est toujours un plaisir de les retrouver. Merci à toi, c'est adorable. J'ai une question existentielle. Je suis perdu dans ma vie. J'ai l'impression de me noyer et je voulais savoir si tu avais des conseils pour retrouver le goût à la vie et savoir comment sortir de cette spirale infernale. Bon, grosse question. Je pense que c'est quelque chose par lequel on passe tous à un moment donné. Tu sais plus trop quoi faire, t'as l'impression que t'es vide, t'as l'impression que ce que tu fais, ça ne mène à rien. Tu n'arrives pas à t'imaginer un futur heureux. Je suis moi-même passé par là. Si je peux te rassurer sur une chose, t'es pas tout seul. Déjà, c'est important de réussir à se dire que t'es pas tout seul à vivre ça. Surtout dans nos sociétés actuelles, on est sur une période aujourd'hui qu'on appelle une période liquide. C'est une période où il y a eu beaucoup de déconstruction de beaucoup de choses sur lesquelles les sociétés étaient rattachées jusqu'à maintenant, que ce soit les religions, que ce soit voilà, toutes ces choses sur lesquelles les gens s'attachaient. Il y a une grosse déconstruction de tout ça sur les dernières décennies. Et là, on arrive à une période où, entre les tensions géopolitiques à travers le monde, entre les guerres, entre l'écologie, voilà, il y a tellement de choses complexes qui se bousculent un petit peu. On n'a jamais eu autant accès aussi à un flux de données, à un flux d'informations constant. Et je comprends que c'est dur en fait de vivre dans ce climat-là. C'est un climat qui est ultra anxiogène et vraiment, t'es pas le seul à vivre ça. Maintenant, ceci étant dit, comme solution, qu'est-ce que tu peux trouver? Je peux te dire ce qui a fonctionné pour moi et j'espère sincèrement que ça te permettra de dégager quelque chose. Je me suis souvent remis en question, j'ai fait souvent un travail d'introspection où j'ai essayé de comprendre, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie de tous les jours, je me dis, ah, je suis content de me réveiller. Ça peut être un hobby, ça peut être une passion, ça peut être peu importe. C'est vraiment, c'est le truc où quand tu te lèves le matin, le simple fait d'y penser, t'as la banane. Un truc bête, par exemple, moi, j'aime beaucoup Marvel, j'aime beaucoup les comics. Enfin, le simple fait qu'un nouveau film Marvel va sortir, par exemple, ou le simple fait qu'un nouveau comics va sortir, le simple fait de découvrir la suite d'une histoire, etc. C'est des choses qui purement me font tellement de bien, je suis tellement heureux de découvrir ça que, en fait, je me dis, c'est pas grave, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a tel truc qui va sortir, et ça, waouh, j'ai trop envie de le voir, en fait. À côté de ça, tu peux avoir des passions, par exemple, moi, c'est la musique, le simple fait de me lever, de me mettre dans mon studio, de prendre ma guitare et de jouer un petit peu de guitare, de chanter un petit peu, d'aller au karaoké. Voilà, c'est des choses, en fait, qui me procurent un plaisir immédiat. C'est certes des petits plaisirs, mais c'est des plaisirs qui sont nécessaires, je pense, dans notre monde actuel. Et à côté de ça, je t'invite aussi à essayer de réfléchir à comment tu peux en faire un projet à long terme. Pour reprendre par exemple la musique, qui est mon cas, moi la musique ça a toujours été un peu mon phare lointain. C'est la chose que j'ai tellement envie de faire que je l'ai suivi sans trop me poser de questions, même dans les moments où j'étais au ras des pâquerettes, les moments où je me sentais extrêmement mal dans ma vie, j'ai toujours eu la musique. Et c'est ça qui m'a permis de me relever des moments qui étaient les plus compliqués dans ma vie. Quand j'ai été SDF, quand j'ai perdu des proches, voilà, j'ai eu des moments très complexes dans ma vie. Et ce qui m'a toujours guidé et ce qui m'a permis de me relever, ça a toujours été la musique. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves cette petite chose. Qu'est-ce qui te fait vibrer suffisamment pour que tu puisses te dire « Waouh, ok, ça vas-y ». Ça peut être complexe, peut-être que c'est un pari fou, mais tu sais quoi, je vais le tenter. Je vais me donner à fond pour essayer d'en tirer quelque chose. Si c'est la cuisine, ça peut être devenir cuisinier. Si c'est le dessin, ça peut être devenir dessinateur. Peu importe en fait, je sais pas quelles sont tes passions, mais je t'invite vraiment à y réfléchir. Qu'est-ce qui te donne le sourire? Qu'est-ce qui te donne la banane? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie de tous les jours? Et à focus uniquement sur ça. N'hésite pas aussi à virer tous les trucs anxiogènes. Si tu vois que les réseaux sociaux c'est trop anxiogène pour toi, vire-les. T'as pas besoin de Twitter, t'as pas besoin d'Instagram. Si les news aussi elles te font te sentir mal, ne regarde pas les news, t'en as pas besoin. Focus sur ta vie à toi. C'est ça le plus important. Et ça c'est un conseil que je donne d'ailleurs à tout le monde. On est vraiment dans aujourd'hui une société qui est tellement anxiogène à tous les niveaux que vous avez pas besoin de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Il faut d'abord que vous vous sentiez bien vous de votre côté en tant que vous. Et c'est seulement quand vous commencez vraiment à bien vous sentir que là vous pouvez commencer à penser à des problématiques beaucoup plus grande que vous. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Je sais que c'est pas grand chose ce que je te dis, mais j'espère sincèrement que ça peut te créer un petit déclic. Comme je l'avais raconté dans ma vidéo sur l'effet papillon il y a de ça quelques années, parfois il suffit d'un tout petit choix, d'un petit moment où tu te dis tu sais quoi, je vais essayer de faire ça pour que derrière, des années plus tard, tu te rendes compte que ce choix-là, il t'a amené à faire des grandes choses. Enfin voilà, j'espère sincèrement que c'était pas trop flou comme réponse, mais écoute J-Ro Philo, j'espère sincèrement que j'ai au moins un peu pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, très intéressante aussi, c'est une question qui nous vient de Domib. Est-ce que tu fais toujours des voix, vu que l'IA risque peut-être dans l'avenir de remplacer les doubleurs? Ah, la grande question de l'IA, effectivement. Alors moi je suis abonné à Touche pas ma VF, je suis un gros fan de doublage, comme beaucoup de gens à notre époque.
J'ai la chance de pouvoir compter dans mes amis proches certains doubleurs. Et donc voilà, je suis moi-même un grand défenseur du doublage et de la narration de manière générale, parce que aussi, comme tu l'as dit, ça fait partie de mon travail. Et effectivement, comme tu le dis très bien, aujourd'hui ce métier-là, le métier de narrateur, le métier de doubleur, ce sont des métiers qui sont directement visés par l'évolution des intelligences artificielles génératives qui aujourd'hui sont capables déjà de reproduire des voix. Alors c'est encore balbutiant, le truc c'est que ça évolue extrêmement vite. Si on met pas quelque chose en place rapidement au niveau légal, si on régule pas ces choses-là, là, maintenant, pendant que c'est encore balbutiant, le problème c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. Et j'en fais directement partie puisque encore une fois c'est un de mes travails ici au Japon. Là moi tout ce que je peux te dire c'est qu'à l'heure actuelle je continue de faire de la narration, je continue d'être sur des tournages, je continue voilà de faire des voix off pour des publicités, pour des séries, pour certains jeux vidéo aussi. Et ce qu'il y a d'intéressant c'est que de la même manière qu'en France il y a le mouvement Touche pas ma VF, et au Japon aussi les différents doubleurs, et il faut savoir vraiment que le milieu du doublage au Japon c'est un truc énorme, beaucoup plus que ça peut l'être en France, les seiyuu c'est des dieux ici au Japon. C'est assez fou, le milieu du doublage ici c'est quelque chose de tellement gros que la pression mise par les doubleurs elle a un réel impact, et donc on voit de plus en plus récemment des doubleurs voilà qui essayent d'agir sur l'arrivée de l'IA générative dans ce milieu-là. Je vais sûrement vous tenir au courant de l'avancée des choses dans les prochains mois, les prochaines années. On va voir un petit peu si ces mouvements de la part des seiyuu japonais ont un impact direct sur la régulation des IA. À l'heure actuelle je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais soyez-en sûrs, je vais vous tenir au courant encore une fois de l'avancée des choses. Dans tous les cas, moi je touche du bois, pour l'instant ça va, j'ai encore du taf et j'espère que ça va continuer. Ensuite, prochaine question, une question qui nous vient de Terashima. Hello hello, as-tu quelques recommandations de livres ou de séries qui t'ont particulièrement marqué récemment à nous partager? Alors récemment j'ai pas pu beaucoup lire, là j'essaye un petit peu de m'attaquer à Tokyo Vice que j'ai toujours pas lu. Ma femme Fanny est une amie de Jake Edelstein qui a donc écrit Tokyo Vice, donc je me dis que voilà, ce serait cool quand même au bout d'un moment de lire le bouquin. Mais sinon ces derniers temps j'ai surtout regardé pas mal de séries, et donc très rapidement dans les séries qui m'ont beaucoup marqué, Gannibal. Oh mon dieu mais cette série c'est tellement bien. Alors je sais que c'est tiré d'un manga, personnellement je suis totalement passé à côté, mais là il y a donc la saison 2 qui a commencé sur Disney+. J'avais vu passer déjà depuis que la saison 1 était sortie pas mal de bons commentaires, bons retours sur la série Gannibal, et je m'étais jamais vraiment lancé par manque de temps, et au final mais quelle erreur! Quelle erreur j'ai fait! Oh mon dieu, mais elle est géniale cette série. Surtout qu'en plus ça parle de pas mal de thèmes qui personnellement m'intéressent profondément. Faut savoir que moi, en dehors de YouTube, je suis quelqu'un qui adore travailler, qui adore étudier le sujet de la croyance, le sujet de la dérive sectaire, tout ça, c'est voilà, ça m'intéresse profondément. Et là, on est en plein dedans. Pour vous expliquer très rapidement le speech, en gros, on suit un policier qui se retrouve à travailler dans un petit village. Sauf que dans ce petit village, il y a des petites histoires comme quoi il y aurait une famille en particulier qui sont des cannibales, qui mangent des gens. Il va y avoir tout un travail d'enquête autour justement de cette famille, qu'est-ce qu'il en est réellement, et c'est juste extrêmement bien écrit, assez bien fait aussi. Alors il y a quelques CGI qui piquent les yeux de temps en temps. Faudra d'ailleurs un jour que je vous explique pourquoi au Japon il y a des gros soucis au niveau des CGI dans le cinéma. Mais mine de rien, pour une série japonaise, je trouve quand même que c'est clairement pas mal, c'est vraiment bien foutu, et je vous invite clairement à aller regarder Gannibal, surtout que c'est disponible en France sur Disney+, donc n'hésitez pas. À côté de ça, sinon, Daredevil, le retour de Daredevil, Daredevil Born Again, aussi disponible sur Disney+, on dirait presque une sponsor. Je vous promets, je ne suis pas sponsorisé par Disney. Mais Daredevil, oh mon dieu, certainement la meilleure série Marvel, toutes séries confondues, qui s'inscrit directement dans le Marvel Cinematic Universe, donc qui est relié aux autres films de Marvel. C'est trop bien, c'est juste une claque. On avait tous un petit peu peur de à quoi allait ressembler cette série, puisque c'est Disney qui l'a fait, là où les anciennes séries c'était Netflix, et du coup il y avait une liberté de ton chez Netflix. On avait un petit peu peur que ce soit aseptisé du côté de Disney, et je pense que Disney ils ont compris un petit peu leurs erreurs récentes, parce que là non, ils nous offrent vraiment une belle suite dans la continuité de la série Netflix de l'époque. C'est violent quand ça a besoin d'être violent, les intrigues elles sont là, franchement c'est génial. Donc Daredevil, gros coup de cœur du moment. Et sinon, dernier coup de cœur récent, et la saison vient à peine de se terminer, c'est Severance, qui est disponible sur Apple TV+. Peut-être, je vais pas dire la meilleure série de tous les temps, parce que on arrivera à me dire que il y en a d'autres qui sont excellemment bonnes, mais je trouve quand même que c'est certainement la série la plus créative, la plus inventive, avec le scénario le plus ouf qu'on a pu voir ces dernières années, clairement. Moi, pour moi, dans les meilleures séries du monde, ça se bat vraiment entre Severance et Breaking Bad, c'est pour vous dire. Vraiment Severance, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous inviter à aller découvrir la pépite que c'est, et à venir me donner votre ressenti une fois que vous l'aurez terminé. Je vous dis rien. Je ne vous dis absolument rien, parce que je pense que c'est une série, il faut la découvrir sans rien savoir. Moins vous en savez, plus vous allez déguster la pépite
qu'est cette série. Allez la voir et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ensuite, prochaine question, alors ça va être très rapide, c'est une question qui nous vient de Pure Névrose. Pas mal le blaze. Comment ça, pas mal les bzaises? Salut Mitsu, est-ce que comme Louis-San, tu passes par un fixeur pour t'aider à arranger des rencontres comme avec le patron de Tenga? C'est un travail qui me fascine, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour eux. Merci beaucoup pour ton travail en tout cas, tes vidéos sont toujours un plaisir à regarder. Écoute Pure Névrose, merci beaucoup pour le compliment. Et non, je ne passe par aucun fixeur. Alors je connais Chikuma-san, qui est donc le fixeur de Louis, que je mets parfois en contact avec d'autres youtubeurs. Récemment par exemple, je l'ai mis en contact avec GastronoGeek quand il est venu ici pour qu'il puisse trouver voilà, différents restaurants, différentes personnes avec qui il avait envie de travailler sur place. Mais personnellement, à l'heure actuelle, j'ai jamais fait appel à un fixeur, j'ai toujours tout fait tout seul. Donc toutes les rencontres, tous les reportages que je fais sur cette chaîne, que ce soit encore une fois le tournage que j'ai fait dans un lycée japonais, que ce soit mon reportage récent avec Tenga, c'est toujours moi directement qui contacte ou qui me fait contacter et qui fait ce travail justement de fixeur pour pouvoir faire les reportages. Faut savoir qu'un fixeur ça coûte extrêmement cher, j'ai pas forcément les finances pour, donc j'essaye autant que possible de faire ça par moi-même. Parfois j'ai la chance de tomber sur des gens, des connaissances, j'ai la chance d'avoir un peu le bras long, donc ça me permet de voilà, pouvoir toucher un peu à différents niveaux et réussir à connecter avec des gens. Parfois c'est des coups de chance aussi, comme avec Tenga, ça a vraiment été un coup de chance, mais voilà, si un jour vraiment je sens que de mes propres moyens je ne peux pas faire la vidéo que j'ai envie, potentiellement j'appellerai Chikuma-san ou une autre personne pour faire le fixeur pour moi, mais à l'heure actuelle je fais ça tout seul, et toute cette chaîne YouTube je la fais tout seul, j'ai parfois de l'aide de quelques personnes, mais sinon non, je suis à 100% solo sur cette chaîne, donc voilà, pensez à vous abonner pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et mettez un like, et partagez, et commentez, voilà, c'est tout ce que je peux vous demander pour soutenir un peu mon travail. Hi, tada no YouTube doga desu. Dame nan desu ka? Ah, tondemon desu. Sumimasen, arigatou gozaimasu. On m'a dit gentiment que je devais partir, donc on bouge d'endroit. C'est bon, j'ai pu changer d'endroit. Donc là on est un petit peu plus proche du parc Yoyogi. Il y a un gentil policier qui est venu me voir et qui m'a dit attention, ici on n'a pas trop le droit de filmer, c'est à côté de la mairie et tout. J'étais pas au courant. Par contre, chose qu'on peut noter, c'est la gentillesse avec laquelle le mec il est venu. Vraiment, il avait l'impression de me déranger. Ah, je suis désolé et tout pendant votre tournage. C'est pas grave, tu vois, je veux dire, bah je bouge, y a aucun problème. Mais cette gentillesse, elle fait plaisir dans la vie de tous les jours. Et puis il m'a pas demandé de supprimer non plus. Il m'a juste dit attention, peut-être pas filmer là, tu vois. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que Pure Névrose, je sais plus où j'en étais, mais non, je n'utilise pas de fixeur, peut-être que j'en utiliserai un jour, et j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, on passe à une autre question très intéressante qui nous vient de Terraphile. Y a-t-il une expérience ou un moment précis qui t'a fait te dire, ok, là je suis vraiment intégré au Japon? Peut-être un détail du quotidien, une interaction avec des locaux, une habitude que tu as adoptée sans même t'en rendre compte. Écoute, c'est une belle question, et c'est vrai que moi je dis souvent que personnellement je me sens complètement intégré dans ma vie au Japon. C'est-à-dire que j'ai jamais à penser réellement au fait que je sois étranger. C'est vraiment anecdotique dans ma vie de tous les jours. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je suis déjà revenu pas mal de fois sur le pourquoi je pense avoir réussi mon intégration. Mais à quel moment j'ai ressenti ça? Alors c'est compliqué parce que ça a été extrêmement fluide. C'est vraiment, je suis arrivé, je me suis fait des amis, j'ai commencé à vivre ma vie à la japonaise avec des japonais il y a plus de 14 ans maintenant. Je saurais pas te dire vraiment le moment, le truc où je me suis dit ah ouais, je suis intégré. Par contre, je pense que un des souvenirs les plus rigolos que j'ai à ce niveau-là, où je me suis dit ok, les gens vraiment me considèrent comme un des leurs, c'est la première fois où devant des amis japonais, donc je sais pas quand est-ce que c'était peut-être au bout de 2-3 ans au Japon, j'ai ma mère qui m'a appelé. Et donc je décroche le téléphone. Allô maman, comment ça va? Je lui dis bon là je suis avec des amis, je te rappelle plus tard. Je raccroche. Et là j'ai mes amis japonais qui me disent oh putain, c'est vrai que t'es français. Et ça me paraît con comme ça, mais vraiment j'étais tellement intégré, ils avaient tellement l'habitude de me voir et de discuter japonais avec moi, que le simple fait de me voir avec une posture de français, discuter en français avec ma mère au téléphone, ils ont eu ce réflexe, ah mais putain c'est vrai que t'es français, on l'avait oublié. Et moi ça m'a fait rire sur le moment, je suis en mode bah oui bah oui gros, bien sûr je suis français, regarde ma tronche tu vois, genre je suis un gros baptou au milieu de vous tous, bien sûr que je suis français. Mais ils avaient oublié ce détail, parce que dans la vie de tous les jours, bah ils me voyaient, c'était Rami-chan, passer des moments ensemble, on s'amusait ensemble, on allait au karaoké, on buvait des coups, et à aucun moment le fait que je sois français c'était quelque chose qui avait de l'importance dans les interactions qu'on avait. Pour eux voilà, j'étais juste un ami. J'étais pas un français. Et ce moment, je pense que c'est un des premiers moments où je me suis dit waouh, ok, je suis vraiment bien intégré dans le groupe en fait. Suffisamment pour que ma nationalité, mon visage ne soit pas quelque chose qui les fait se questionner à mon propos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être ça. Peut-être ce moment-là, tu vois, cette petite interaction-là, je pense que, surtout qu'il y en a eu plusieurs fois, j'ai plusieurs autres personnes qui m'ont redit la même chose par la suite, donc c'est pas quelque chose qui a été local, tu vois, c'est vraiment quelque chose, on me dit souvent ça quand je parle en français, oh putain c'est vrai que t'es français. Après je pourrais te raconter full anecdote sur comment personnellement je me sens bien intégré, c'est pas le sujet ici, je pourrais en faire une vidéo complète, mais voilà, dans tous les cas Terraphile, j'espère que cette petite anecdote t'a plu et que j'ai pu répondre à ta question. Sur ce, écoutez, il est temps encore une fois de changer d'endroit pour répondre aux dernières questions de cette vidéo. J'hésite un petit peu, où est-ce que je vous emmène? On va voir ça.
but now you're gone, and all I have is time. Et on arrive donc juste ici, on est devant le Rockaholic qui est juste derrière moi. Je crois que c'est un endroit où j'avais déjà en plus tourné une fois un Dinomitsu. Comme quoi on revient toujours au même endroit au final. Là ici c'est vraiment mon fief. Personnellement il y a le Rockaholic, il y a le Rock no Kokoro qui est juste là. Des endroits que je considère vraiment comme chez moi. Et donc c'est ici, écoutez, qu'on va terminer cette vidéo. Il me reste encore 5-6 questions à peu près auxquelles je dois vous répondre. Donc on ne perd pas plus de temps. C'est parti. Alors la prochaine question, elle est un peu particulière. C'est même pas impossible que ce soit le titre de cette vidéo. Une question qui nous vient de Patricia Samalens. J'ai trouvé que votre visage avait un peu gonflé. Je parle pas de prise de poids, comme si vous étiez sous un traitement médical qui provoque de la rétention d'eau. Donc j'aimerais savoir si la manière de se soigner et de traiter les maladies était les mêmes qu'en France. Alors je vais me servir de cette question pour parler d'un sujet qui est peut-être le sujet qui revient le plus en commentaire depuis plusieurs mois maintenant. C'est ma prise de poids. J'ai reçu pas mal de commentaires, certains comme celui-ci, qui sont plutôt gentils, des gens qui s'inquiètent un petit peu et qui aimeraient savoir voilà si tout va bien, et d'autres commentaires qui, pour être sympa, vont plus dans le body bashing quoi, vraiment. Je me suis pris un peu des insultes dans tous les sens, de gens qui me disaient oh là là regardez-le là, le mec soi-disant modèle, il fait 110 kilos, waouh. Il faut que je parle de ça. Alors dans un premier temps, je vais revenir d'abord sur les commentaires en eux-mêmes. Le fait est que oui, j'ai pris du poids, je vais en parler juste après, mais je veux rapidement parler du fait de laisser ce genre de commentaires sur les vidéos, sur les photos des gens. Il faut savoir que je vous mentirais en vous disant que ça me touche pas quand on me parle de ça. C'est vrai que c'est un sujet qui me touche, et encore une fois je reviens là-dessus, mais le body bashing, le fait d'insulter des gens par rapport à leur poids, par rapport à leur corps, par rapport à leur visage, par rapport à tout ça, c'est de la merde en fait. Je vois pas l'intérêt, je comprends pas l'intérêt d'aller sur la page de quelqu'un et de lui dire sale gros, sale moche, t'es dégueulasse, blablabla. À part pour essayer de combler quelque chose sur soi-même, je comprends vraiment pas l'intérêt en fait d'aller mettre des messages comme ça. Donc je sais que c'est un message qui va finir au fin fond de l'eau, hein, ça sert pas à grand chose parce que je suis pas le premier à en parler, mais n'écrivez pas ce genre de message, vraiment, ça sert à rien. Même si vous vous dites ouais il faut bien lui dire pour que... Non, en fait ça se fait clairement pas. C'est pas comme ça que les gens vont se sentir mieux, c'est pas comme ça que les gens vont faire les démarches pour potentiellement perdre du poids s'ils en ont pris. Donc non, ça ne sert strictement à rien. Les commentaires comme ça, c'est juste insultant, c'est juste de la merde, c'est dit, et ça peut juste détruire le mental de quelqu'un, et particulièrement quand c'est quelqu'un avec une mentalité un peu fragile, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc ce type de body bashing, hashtag harcèlement, c'est de la merde. Donc juste... arrêtez. Je peux pas le dire plus gentiment. Ceci étant dit, pour revenir sur ma prise de poids, c'est vrai que quand j'ai lancé cette chaîne YouTube en 2021, je faisais à peu près 75 kilos. À savoir que je fais 1m87, donc j'étais en sous-poids. Et ça fait longtemps que j'étais en sous-poids. J'ai toujours fait à peu près entre 70 et 75 kilos, donc j'ai toujours été très maigre, mais ça me gênait pas. Voilà, c'était moi, c'était mon corps, et je me sentais plutôt bien comme ça. Je me sentais pas extrêmement ni beau, ni quoi que ce soit. J'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de muscles, etc. Mais je me sentais pas spécialement mal. Et le fait est que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube avec Louis et avec Jamy aussi de Ici Japon Corp à l'époque, comme on vivait dans la même maison, à un moment on s'est dit vas-y on se chauffe et on va tous à la salle de sport. Et donc j'ai commencé à faire de la muscu, chose que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. J'avais toujours fait pas mal de sport, hein. J'ai fait du tennis, j'ai fait des arts martiaux, judo, jujitsu, kung fu, j'ai même fait de la boxe. Voilà, j'ai fait pas mal de sport quand même, mine de rien jusqu'à aujourd'hui, mais j'avais jamais fait de muscu. Et le fait est que quand je suis allé pour la première fois à la muscu, il y a Louis et Jamy qui m'ont dit il faut que tu manges plus, parce que j'avais pas un énorme appétit. Je me rappelle, ils m'appelaient le saïen parce que je mangeais que des légumes. Genre vraiment mes repas, moi c'était des salades, du natto, des trucs voilà, très peu caloriques en soi, et surtout je mangeais pas énormément. Et ils m'ont dit si tu veux prendre du muscle, si tu veux prendre de la masse, il faut que tu manges beaucoup plus. Et donc j'ai commencé à manger plus. J'ai commencé à manger beaucoup plus que ce que je mangeais habituellement. Et effectivement ça m'a permis de prendre du muscle. Donc sur tous les mois où j'ai fait de la muscu de manière assez intensive, le souci il est venu par après. Le souci il est venu du fait que j'ai gardé un petit peu ces habitudes à manger plus que ce que je mangeais avant. Sauf que il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. L'arrivée d'un bébé, une dépression aussi, je vais pas revenir là-dessus, je sais que c'est chiant, donc je vais pas revenir sur la dépression en elle-même, même si elle a clairement sa place dans cette histoire. Mais voilà, il y a plein de choses qui ont fait que il y a des moments où j'étais plus en forme et donc j'allais plus faire du sport. Tout ça, ça amène à quoi? Ça amène que si tu manges plus mais que tu crées pas le déficit calorique derrière, bah tu prends juste de la masse et tu prends pas le muscle avec. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et donc je me suis retrouvé effectivement à partir de ma seconde année sur YouTube à prendre un peu de poids et à ne pas le perdre. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça va, tu vois, je me sens musclé, j'ai des muscles et tout, mais j'ai pris aussi pas mal de masse graisseuse que j'ai pas su encore faire partir. Et donc déjà ça
c'est un premier point sur le fait que j'ai pris du poids, c'est vrai. Moi-même, je trouve voilà, que j'ai pris pas mal de poids. Quand je revois des anciennes photos de moi à l'époque, je me dis waouh, c'était pas mal à l'époque quand même. C'était bien quand j'avais quelques kilos en moins. En fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point je me plaisais dans mon corps avant que je prenne ce poids-là. Même si encore une fois, les muscles que j'ai pris, j'en suis content, mais la masse graisseuse en plus, j'aimerais bien l'éliminer. Ça, je vais pas vous mentir. Et la seconde chose qui est importante à comprendre là-dedans, c'est que je pense que vous le voyez, mais de vidéo en vidéo, on a l'impression que je fais pas le même poids. Vous allez me voir parfois très gonflé, parfois beaucoup moins. Et ça, effectivement, comme tu l'as dit dans ta question, c'est la rétention d'eau. Et ça vient de beaucoup de choses. La rétention d'eau, ça vient déjà du stress. Voilà, je suis très stressé, très anxieux. Le stress, ça peut amener à beaucoup de choses au niveau physiologique qui vont t'amener à faire de la rétention d'eau. Et les médicaments que je prends aussi depuis plus d'1 an maintenant amènent aussi à ça. Parfois, je vais avoir l'air d'avoir le visage un peu rond. Je suis le premier à m'en rendre compte. Des fois, je me lève le matin, je me vois tout rond. Je suis en mode oh mon dieu, hors de question que je tourne une vidéo aujourd'hui avec cette tête-là. Des fois, j'ai pas le choix. Il faut que je tourne des vidéos. Et malheureusement, bah, ça amène à quoi? Ça amène à ce que je donne cette impression vraiment d'avoir pris 50 kilos, alors que dans les faits, j'ai pris 15-20 kilos. Voilà. Je le dis, hein. Alors dans ces 15-20 kilos, il y a une partie c'est du muscle, il y a une partie c'est aussi de la masse graisseuse, j'en suis conscient, mais il y a aussi voilà cet effet rétention d'eau qui fait que parfois j'ai l'air beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant que je le suis en réalité. Donc voilà, c'est pas cool. Je vous avoue, je suis le premier impacté de ça parce que effectivement c'est mon métier aussi à la base d'être modèle, tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais pas blâmer les gens qui me mettent ce pic là dans la tronche. Depuis le début, je me suis présenté en tant que modèle, etc. Qu'aujourd'hui les gens ils rigolent en mode ah lol le modèle il a pris des kilos. Allez, c'est de bonne guerre. Je vous le laisse, pourquoi pas. Le fait est que là aujourd'hui, voilà, je suis pas spécialement content des kilos que j'ai pris et je suis un petit peu dans une démarche, surtout là récemment, j'essaie un petit peu d'aller mieux. Je suis dans une démarche de perdre un petit peu les kilos que j'ai pris. Donc voilà, je fais pas mal de marche à pied. Là, j'essaie de reprendre vraiment le sport. J'espère cette année réussir à me fixer l'objectif de au moins perdre une bonne partie de la masse graisseuse que j'ai chopée pour garder uniquement le muscle. Dans tous les cas, pour répondre à ta question, ça va, ne t'en fais pas. Il y a effectivement ce souci de la rétention d'eau, il y a le fait aussi que j'ai pris du poids tout simplement. Je vais faire en sorte de corriger ça et puis voilà, je pense que c'est un bel objectif pour cette année. Mon objectif de cette année, c'est d'être content de mon corps à nouveau. On va tout donner tout simplement. Ensuite, prochaine question, c'est une question qui nous vient de Demada Design qui nous dit Hello Mitsu, première fois que j'ose poser une question pour un Dinomitsu. Waouh, merci à toi. Est-ce qu'ouvrir une société, une boutique au Japon est vraiment impossible pour un étranger? Merci pour tes vidéos que je trouve incroyables et big up à ta petite famille. Bah déjà écoute, merci beaucoup et où est-ce que t'as entendu dire que c'était impossible? J'aimerais vraiment le savoir parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a un petit peu des gatekeepers sur internet qui vous disent oh le Japon c'est impossible, ne venez pas. Alors que non, c'est loin d'être impossible. Bien sûr que tu peux ouvrir ta société, bien sûr que tu peux ouvrir une boutique à Tokyo. Alors je vais pas te dire que c'est simple, il faut passer par pas mal de démarches qui peuvent être un peu chiantes. J'ai des amis en ce moment, Sora et Adeline, hein, pour ceux qui connaissent, qui sont justement dans ces démarches. Je les aide en ce moment en passant aussi par une avocate. C'est pas facile, c'est plein de paplards, c'est plein de trucs ultra chiant, mais c'est possible, c'est possible. En vrai, le plus gros frein que les gens vont voir, c'est le fait qu'il faut avoir un capital de base qui est de 5 millions de yens, ce qui correspond grosso merdo à 30-35 000 euros. C'est pas de l'argent que tu dois donner, donc c'est pas une perte, c'est de l'argent que tu dois avoir pour lancer ta société, pour que le Japon ils se disent ok, elle démarre pas de zéro, elle a de quoi quand même commencer son business tranquillement. Voilà, ça sert à ça, c'est un capital de départ. À partir du moment où ce capital de départ ce n'est pas un problème pour toi, bah après c'est juste de la paperasse en fait. Tu crées ta société, tu viens au Japon, tu fais ton business, si ça fonctionne bien, et bah t'enchaînes les visas jusqu'à potentiellement avoir un visa de permanent, etc. Donc non, c'est pas du tout impossible, c'est même complètement faisable et je t'invite même à le faire si c'est ton rêve, n'hésite surtout pas. Il y a plein d'avocats qui sont spécialisés là-dedans pour aider les étrangers à faire des démarches. Écoute, moi je te souhaite bonne chance parce que c'est un très beau projet, contrairement à ce que, je sais pas, quelqu'un a pu te dire. Moi je serais plus d'avis à t'encourager à le faire et je te souhaite sincèrement bonne chance pour ça. Il y a beaucoup de bruit derrière, et tous les endroits où je vais, il y a full bruit, hein. Je sais pas comment je fais, je choisis les pires endroits. En plus je vous dis à chaque fois ouais, Shibuya c'est calme et tout, voilà mon cul quoi. Il y a des travaux de partout, ça gueule de partout. Je suis désolé, j'espère sincèrement que le micro fait son taf. Alors prochaine question, elle est vachement intéressante celle-là et j'ai vraiment envie d'avoir votre avis à vous aussi. C'est une question qui nous vient de Evangelista. J'ai une question assez étrange qui est difficile à formuler, mais je pense que ta réponse pourrait être intéressante. Comment est-ce que tu vois les choses dans ta tête? Est-ce que tu vois bien? Est-ce que c'est difficile de voir ou flou? Alors ça c'est une question qui est vachement intéressante, c'est ce qu'on appelle la fantaisie ou l'hyper-fantaisie. En gros ça correspond au fait que si là par exemple je vous dis imaginez une pomme. Voilà.
je vous laisse le temps. Dites-moi en commentaire, est-ce que cette pomme, dans votre tête, vous la voyez floue? Vous la voyez tout court? Est-ce que vous la voyez de manière très détaillée? Est-ce que vous la voyez en noir et blanc? Est-ce que vous la voyez en couleur? Cette capacité, si vous voulez, du cerveau à être capable de se représenter des objets ou des concepts dans le cerveau, ça porte un nom. Donc les gens qui sont très capables, les gens qui vont voir des choses très détaillées, c'est ce qu'on va appeler de l'hyperfantasie. Et des gens qui voient très flou, qui ont du mal, c'est ce qu'on va appeler de la fantasie. Et je trouve ça ultra intéressant. Ça fait vraiment partie des domaines qui me passionnent. C'est comme l'histoire de la petite voix dans la tête. Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous entendez une voix dans votre tête ou est-ce que vous entendez absolument rien? Genre par exemple quand vous lisez un livre, est-ce que vous lisez dans votre tête, vous avez la voix dans la tête pendant que vous lisez, ou est-ce que vous avez vraiment aucune voix? Moi je trouve ça fou parce que j'ai toujours eu la petite voix dans ma tête. Je serais incapable de vivre sans. Et le simple fait de me dire qu'il y a des gens qui ne l'ont pas, ça me crée un paradoxe existentiel. Mais vraiment c'est un mindfuck total pour moi. Je comprends pas comment ça peut exister, comment on peut vivre sans. C'est voilà. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de fou d'avoir à peu près la proportion des gens qui ont la voix, qui ne l'ont pas, et des gens qui voient bien dans leur tête et des gens qui ne voient pas bien. Mais tout ça pour dire que personnellement, je vois plutôt bien. Si là tu me dis par exemple, comme on a dit, de me représenter une pomme, j'arrive à la voir, j'arrive à voir les détails, j'arrive à voir même la pulpe de la pomme, j'arrive à me représenter tous les détails, je la vois en couleur aussi. Donc j'ai vraiment aucun mal à me représenter des choses dans ma tête. D'ailleurs c'est ce que je fais un peu tout le temps, même de manière créative. Quand je m'imagine une vidéo, avant de tourner une vidéo, je me fais déjà le montage de ma vidéo dans ma tête. Je sais déjà à peu près quel type de plan je vais faire, je sais déjà à peu près quel mouvement de caméra je vais faire, etc. C'est plein de choses que je me construis intérieurement avant même de tourner pour avoir une espèce de petit scénario de vidéo dans ma tête avant le tournage. Mais donc voilà, à titre personnel, je vois vraiment extrêmement bien dans ma tête. Donc peut-être de l'hyper-fantasy, il faudrait certainement passer un test pour en être sûr. Mais dites-moi en commentaire, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de fou. N'hésitez pas, j'attends vos commentaires avec impatience et j'espère, Evangelista, que j'ai pu répondre à ta question. Et donc c'est ici, mesdames et messieurs, que ce Dinomitsu se termine. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère sincèrement encore une fois qu'il vous a plu. Je compte sur vous comme d'habitude pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement si c'est toujours pas fait. Abonnez-vous à la chaîne. On approche des 200 000 abonnés, ça me ferait super plaisir de passer ce cap des 200 000 abonnés cette année. Je compte sur vous. Et bien entendu, vous le savez, on se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu. Bye.